Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la première, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, émission un petit peu spéciale, vous êtes en lien direct avec l'actualité culturelle du territoire. Et pour cette journée très ensoleillée, on se retrouve sur l'hippodrome de Boulou-Paris pour la fête du cerf et de la crevette. Alors au programme de cette émission, on parle culture, on parle identité, on parle bien évidemment cuisine et on parle aussi de toutes ces choses qui nous rassemblent autour de ce genre d'événement. Alors que vous soyez en train de nous écouter, de nous regarder derrière votre poste de télévision ou encore en train de nous suivre sur internet, le mieux c'est d'avoir l'application. Eh bien accrochez votre ceinture, enfilez votre meilleur smile, augmentez le son, vous êtes en lien direct sur NC La Première avec la fête du cerf et de la crevette. Alors on est avec nos invités, bonjour à vous trois, comment ça va? Bonjour. Ça va, bonjour. Bonjour. Alors on va parler dans ce premier plateau de terroir et de gastronomie puisque bien sûr cette fête de Boulou-Paris c'est la fête du cerf et de la crevette, deux aliments qui font partie intégrante de notre culture locale. Alors pour en parler nous avons Yannick, vous représentez les pêcheurs calédoniens, c'est bien ça? Oui, je représente les pêcheurs calédoniens. Je suis pêcheur dans la baie de Saint-Vincent. Dans la baie de Saint-Vincent. Ça fait 15 ans que je pêche professionnellement. Et pour en parler aussi, nous avons Jean-Paul. Jean-Paul, vous êtes restaurateur, vous vendez notamment du saucisson de cerf, c'est bien ça? Oui, c'est ça, bonjour. Oui, je vends du saucisson de cerf et puis un petit peu de dérivés du cerf, c'est-à-dire du jambon de cerf, de la salade de cerf aussi. Et voilà tout ce qu'on peut faire un petit peu en transformation. Et bien justement, on va en parler de tout ça, de tout ce qu'on peut faire avec ce cerf. Et bien évidemment, comment parler du cerf? Parce que vous le savez, c'est régi par pas mal de règles. On ne mange pas du cerf n'importe comment. Et pour nous en parler, on a Isidore de Sodevia. Bonjour Isidore. Bonjour à tous. Je représente exactement Sodevia aujourd'hui. On est plutôt dans la transformation. On fait que de la transformation. Voilà. Alors en Calédonie, notre cerf quand même, il est assez spécial. Jean-Paul, vous, ça fait longtemps que vous vendez le cerf, la transformation de cerf. Ça fait longtemps que vous êtes dans ça? Non, ça fait pas très longtemps. Ça fait 3 ans simplement suite un petit peu aux événements. C'est un petit peu une reconversion. Je suis toujours dans le transport, mais bon, plus de travail et tout, donc il faut bien vivre. Et donc, comme j'aime, c'est surtout ça, il faut aimer c'est ça. La transformation, la charcuterie et tout ça. Donc je me suis pris au jeu et puis voilà, aujourd'hui je fais du saucisson, je fais du jambon de cerf, on fait des salades de cerf, voilà. Mais vous aimez la charcuterie, il faut dire aussi que la charcuterie surtout de cerf, ça fait partie de la culture locale, n'est-ce pas? Même vous Yannick, vous représentez surtout les pêcheurs, mais il faut dire quand même que la charcuterie de cerf, ça fait partie vraiment de... Oh, elle vient de se réveiller. Ça y est, Choco vient de se réveiller, elle était en train de dormir. La charcuterie, ça fait partie de la culture locale. Oui, je suis entièrement d'accord. Tout le monde participe à l'achat de cette viande. Parce que cette viande, c'est une viande calédonienne en fin de compte. Bien sûr. C'est du cerf, il est vendu là sur place, on l'achète, on en mange, il y en a qui le revendent. C'est un grand besoin. Alors la petite spécificité de cette année, c'est qu'il n'y a pas de stand à proprement parler de vente de crevettes. Chaque stand, les stands de restauration ont l'occasion de pouvoir vendre la crevette. Alors vous êtes venu représenter donc les pêcheurs calédoniens. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? À l'heure actuelle, les pêcheurs calédoniens, il y en a combien par exemple qui vivent professionnellement de ça? Oui, le problème qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas eu possibilité d'acheter des crevettes dans notre commune. On a été obligé d'acheter ailleurs, sur la ferme de Moindou. D'accord. C'était le seul qui pouvait nous fournir des crevettes. Et on a acheté une limite en fin de compte, parce que c'est nous-mêmes qu'on les achète. C'est pas l'usine qui revend les crevettes. Oui, comme c'était le cas avant. Voilà, nous on achète des crevettes pour satisfaire les gens à la fête. Voilà. Et donc sur votre stand, vous vendez autre chose que des crevettes? Vous vendez quoi? Oui, on a vendu des crevettes, on avait des crabes, des huîtres, oui, et je vends de la glace. Mais les crabes, c'est des crabes de Paétuvier, c'est ce que je pêche. Oui. C'est ma pêche, je vends les crabes, voilà, c'est ma pêche. Les huîtres, la même chose, c'est des huîtres de roche, vraiment des belles huîtres. C'est dans un seul endroit, dans la seule baie de Saint-Vincent qu'il y a ces grosses huîtres-là.
Et vous, Isidore, votre présence là sur ce champ de foire, vous nous vendez de la viande donc de cerf locale. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? C'est combien de gens En plus, vous avez un stagiaire en ce moment avec vous sur le stand, donc vous êtes libéré. Ouais. Merci beaucoup à vous, parce qu'il faut le savoir, il est quand même 12h20, donc on est en plein dans le rush. Oui. Donc merci beaucoup d'être venu. Ok. Être à Sodevia, c'est quoi? Comment est-ce qu'on transforme le cerf? Comment est-ce qu'on se fournit en viande de cerf? Ben, déjà, Sodevia, ça se trouve sur Nouville. Du coup, nous, on est obligé de se fournir par l'OCEF en fait. Hein. Et l'OCEF, c'est l'OCEF qui fait ramener la viande de tout le territoire. Mais en fait, on doit se fournir que chez l'OCEF. Du coup, on travaille avec tout. Tout avec l'OCEF. On travaille tout ce qui est cerf, bœuf, porc et tout. Voilà. On les fait rentrer dans notre laboratoire et on les fait en transformation, que ce soit en carcasse ou pour les restaurants, pour les magasins. On arrive à sortir tout à ces tout niveaux-là, quoi. Hein. Mais on est dépendant de l'OCEF. En fait. D'accord. Pas comme une boucherie qui est à l'extérieur de Nouméa. Ils peuvent se fournir directement chez l'éleveur ou chez le fournisseur. Voilà. Nous, on est obligé de passer par l'OCEF. Et est-ce que justement le fait de passer par l'OCEF, ça garantit aussi une qualité de produit? Oui, bien sûr, ça garantit une qualité de produit, exactement, hein, parce qu'il y a tout un suivi derrière. Hein. Après, le petit truc où c'est un peu compliqué, c'est d'avoir les quantités exactes à chaque fois. C'est ça. C'est juste ça un peu. Mais sinon, ça va. Niveau qualité, ça va. C'est garanti par l'OCEF. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait, par exemple, trouver du cerf en grande surface autant qu'on ne trouve du bœuf? Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui en Calédonie produire autant de cerf que de bœuf? Est-ce qu'on pourrait en manger quotidiennement? C'est une question que je lance comme ça, si vous avez un avis. Je pense qu'au départ, la question, c'est le prix. Oui, Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, tous les Calédoniens, ils ont un bout de cerf dans le congélateur. c'est ça. Hein, ils ont un coin pour aller chasser et bidou. Donc si demain, je sais pas, on exagère un petit peu, vous vendez du cerf à 800 balles le kilo, à 800 francs le kilo en grande surface, il va se vendre parce que avec la vie chère et puis tout. Mais aujourd'hui, le cerf, je trouve qu'il est cher en grande surface, quoi, le peu de cerf qu'il y a. Donc voilà, il faut s'adapter à la réalité calédonienne où tout le monde C'est ça. a son bout de cerf et son poisson dans le congélateur. Hein. Bah, vous Donc, dites c'est ça, mais exactement ça. C'est exactement. Mais oui, mais vous dites ça, mais ça c'est pour les gens par exemple qui sont en brousse. Mais pour les personnes qui habitent dans un mode de vie beaucoup plus urbain, c'est une culture qui s'est un peu perdue. Les gens ne vont plus forcément autant à la mais il y a chasse qu'avant. famille, tout le monde est famille ici. C'est vrai. Tout le monde est famille. Le week-end, ils montent en famille, ils vont faire le coup de chasse, ils vont faire le coup de pêche, c'est comme ça. Après, Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus? T'as les métropolitains qui sont là, voilà, eux qui n'ont pas nécessairement de la famille pour aller chasser ou des endroits pour aller Oui, mais chasser. souvent, ils ont des amis. Ils achètent parce qu'ils sont curieux, ils veulent goûter et dans différentes recettes. Mais voilà, je pense qu'au départ, je pense que c'est le prix. Il faut travailler sur le prix en grande surface. Quoi. Est-ce qu'on a le même problème dans le domaine de la pêche? Parce qu'on le sait quand même, en Calédonie, on a de la bonne ressource en termes de pêche. On a quand même un problème. Depuis cette crise, c'est vrai qu'on a eu une baisse de vente. Hein. La vente a été beaucoup plus dure. Ah bon? Oui, la vente a été beaucoup plus dure, la vente a été réduite quand même. D'accord. Avant, on nous prenait, moi je faisais 700-800 kilos de poisson à la semaine. Aujourd'hui, on a réduit, on est tombé à 400 kilos. Donc c'est un peu plus dur maintenant d'être pêcheur et de vivre de ça? Comment? C'est un peu plus dur maintenant de vivre de la pêche? C'est pas que c'est plus dur, c'est que nous on est obligé. On a une patente pour, on travaille dessus, on continue toujours. Mais un jeune qui veut se lancer aujourd'hui, c'est plus difficile. Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour qu'un jeune puisse se lancer dans la pêche? Parce que par exemple sur le champ de foire, et on va le recevoir normalement tout à l'heure, il y a un jeune transformateur de produits de poisson et c'est vrai que ça se fait de plus en plus rare. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes là qui aimeraient se lancer dans la pêche? Pour moi déjà pour commencer, il faudrait avoir une usine. Ceux qui achètent tout le poisson pour pouvoir que le jeune il puisse vendre son poisson. Parce que c'est ça le plus dur, c'est la vente, c'est pas une question d'attraper, c'est la vente le plus dur. Pour vendre le poisson aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. S'il y aurait une usine sur place, qu'on vend tout à l'usine à un prix raisonnable, et puis que l'usine se débrouille, le marché pour étaler à droite, à gauche le poisson. Un intermédiaire en fait. Voilà.
Voilà. Moi, je pense que c'est des choses comme ça qu'il faudrait. On vous le rappelle, hein, on est en direct de la fête du cerf et de la crevette, en direct de l'hippodrome de Boulou-Paris, pas du tout, de Boulou-Paris, on se perd pas dans la géographie. Vous, Isidore, est-ce qu'on a le même problème justement dans la vente de cerf, ce manque d'intermédiaires, ou est-ce qu'au contraire, en Calédonie, la vente de cerf est quand même bien organisée? Non, monsieur, il a tout dit en fait. Hein. Ici, c'est famille en fait. Déjà, moi, personnellement, si je suis à Nouméa, le prix que je vois au cerf, alors que je peux avoir par la famille, je vais pas aller acheter du cerf. Je préfère investir dans du porc ou du bœuf, quoi. D'accord. Voilà. Vous pensez que c'est vraiment ça qui a fait que les gens mangent moins de cerf comme avant? À l'époque de mes parents, par exemple, le cerf, c'était ce qui se mangeait le plus. Oui, puis après, il faut se mettre à la place des gens qui élèvent les cerfs aussi. C'est un coût. C'est ça. C'est un coût, donc ils ne peuvent pas vendre un l'OCEF à un prix bas. Bien sûr. Et l'OCEF, elle est obligée de prendre sa marge dessus parce qu'elle a, le stockage et puis tout. Elle a la vente, elle s'occupe de la vente et puis tout. Donc c'est très difficile avec ce produit où tous les Calédoniens en ont dans son congélateur. De développer ce produit, je pense. Parce que sinon, les gens ils vont arrêter de faire du CF1 et puis ils vont dans l'OCF1 et ils vont dire non, ça paye plus. Parce que c'est quand même un travail, quoi. Bien sûr, hein. l'élevage de cerf. Donc, voilà, c'est complexe. C'est complexe. Voilà. Il faut peut-être aussi libérer les contraintes administratives et puis phytosanitaires. Hein, alléger tout ça pour qu'il y ait plus de personnes qui arrivent à vendre du cerf dans la légalité. Mais est-ce que le risque de faire ça, c'est pas aussi de compromettre la qualité du produit? Et avant, les vieux ils faisaient comment? C'est vrai. Hein et quand on tue notre cerf, nous on le met à la maison, on n'a pas envie de s'empoisonner. Donc c'est vrai qu'il faut prendre des mesures quand même pour pas qu'on fasse n'importe quoi. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes quand même au niveau des laboratoires et ainsi de suite, quoi. Vous avez l'air bien d'accord avec lui, Yannick. Vous avez les mêmes problèmes dans le domaine de la pêche? Parce que le domaine de la pêche, on ne peut pas faire d'élevage de poissons, par exemple. Enfin, pas vraiment. Tout ça, c'est toutes des demandes. Il faut passer par la province, il faut faire des demandes de droite, de gauche si on veut faire quelque chose. Déjà, nous, on a un gros problème, c'est du temps pour avoir une patente, tout ça. Tous les ans, il faut refaire le contrôle de bateau, tout ça. Tout ça, c'est un investissement. C'est un investissement. D'accord, c'est ça le plus gros frein au final. Oui, voilà. Et il faut que tout ça se soit en règle. Le bateau, il faut que ce soit bien équipé de tout, de ci, de là. Tout ça, c'est un coût. Hein. C'est pour ça qu'un jeune aujourd'hui veut se lancer, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Oui. Mais il en faut. Oui. Il faudrait qu'il y ait de plus de jeunes. Il en faut. Mais il faut être accroché. Mais il ne faut pas avoir peur du froid. Hein. C'est ça. Vous, Isidore, à l'heure actuelle, c'est combien de kilos de cerf qui sont produits à Sodevia? Enfin, qui sont distribués par Sodevia? Combien de kilos de cerf? Ça dépend de la demande. Hein. Ça dépend de la demande. Par semaine, le cerf, chez nous, il sort beaucoup moins que le bœuf et le porc. Hein. Allez, bien sûr. Ouais. Peut-être, je veux dire, là aujourd'hui, je suis venu avec, je pense que je suis venu avec 300 kilos. Mais par semaine, 300 kilos, ça va le faire, peut-être. Hein. D'accord. Oui, il y a quand même une vraie différence. Le prix dépend des morceaux. Comment? Le prix dépend des morceaux que vous vendez au cerf. Ah oui, c'est ça. Un filet avec les côtes, avec du ragoût, c'est pas pareil. Quoi. Oui, c'est sûr. Et vous qui le transformez, vous fournissez à Sodevia? Comment, pardon? Vous fournissez à Sodevia ou vous fournissez tout seul? Non, je me fournis tout seul parce qu'on a une propriété où on fait la chasse et puis voilà, la famille va chasser, je leur prends les cerfs et puis tout. Voilà. Mais toujours bien sûr dans la légalité, dans le contrôle, etc. Ouais. C'est très important. Oui, comme tout le monde. Exactement. Eh bien écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Vous, du côté de la transformation, est-ce que vous avez un message par exemple pour les jeunes? Est-ce que vous trouvez que les jeunes sont toujours intéressés par la transformation? Je sais pas si c'est les jeunes ou les personnes d'un certain âge. Les jeunes, maintenant ils font des études, ils ont un métier. C'est compliqué de faire un simple saucisson, il faut aller chasser. Il faut le dépouiller, il faut le vider, tu te couches à des heures pas possibles,
Voilà, après il faut le désosser, il faut parer les morceaux pour avoir les bons morceaux, faire les saucissons, il faut hacher, il faut faire le saucisson, les boyaux, ainsi de suite. C'est quand même du boulot pour sortir un saucisson, quoi, hein, qu'on vend 500 francs, quoi. Et bon, voilà, quoi, hein. Si on n'aime pas ça, les gens ils font pas, ils le font un peu pour eux, ils font une trentaine de saucissons pour eux et la famille. Mais il faut, comme je disais tout à l'heure, faut aimer faire ça, parce ça. que, oui. Et c'est aussi l'occasion de ce genre d'événement, c'est de remettre un peu aussi cette culture-là en lumière. Tout à l'heure, on a eu la démonstration de dépeçage de cerf. Ouais. Et des fois, on en voit, les mecs, c'est des caïds, quoi. Ils arrivent à dépecer le cerf. Il y en a, ils mettent pas longtemps. Minutes, hein. Ah oui, en 5-10 minutes, le cerf, il est prêt à être consommé quasiment. Il y en a, tout seuls, ils en tuent 3-4, ils reviennent, ils dépouillent en 1 heure de temps. Hein. D'ailleurs, normalement, on a les images de ce dépeçage de cerf. Vous, Isidore, la journée, bien sûr. Justement, peut-être que votre filière, elle est un peu plus accessible aux jeunes, parce qu'il n'y a pas à aller chasser, il n'y a pas à aller faire tout ça. C'est complètement différent, nous. Hein, Vous avez des stagiaires, par exemple. Voilà, on a des stagiaires et on n'a pas trop de stagiaires, mais on a pas mal de jeunes. Et après, c'est différent. Nous, on achète chez l'OCEF et après, on passe à la transformation. Hein. Mais après, arriver une fois à la transformation, il y a beaucoup de travail parce qu'on fournit du gros jusqu'au détail, en fait, hein, jusqu'au particulier, en fait. Hein. C'est là où ça demande beaucoup de travail, en fait, hein, beaucoup d'organisation. Hein. Il y a les grandes surfaces, les petites surfaces, les restaurants, les collectivités. Voilà, ça fait beaucoup de travail et en gros, on doit sortir 3000 à 4000 tonnes par jour de viande, toutes confondues, en fait. Isidore, Jean-Paul et Yannick, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations parce qu'on vous a dérangé pendant le rush. Donc merci à vous. Merci la première. Ouais, je voulais simplement remercier la commune de Boulou-Paris aussi pour cette fête qui est très bien organisée. Et puis voilà, les temps sont durs et félicitations à la mairie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pour continuer, on ne continue pas en musique, mais non, on va redécouvrir un petit peu comment cuisiner notre cerf local par le chef Coetzee qui nous fait découvrir ça. Bah alors tu te réveilles toi? T'inquiète pas, c'est pas toi qu'on va cuisiner, c'est bien le cerf qu'on va cuisiner avec le citron confit enroulé dans des feuilles de choucanac. C'est une chronique qui nous est proposée par Aude et le chef Coetzee. A tout de suite. À l'occasion de la fête du cerf et de la crevette à Boulou-Paris, des Calédoniens nous livrent leurs recettes et leurs petits secrets de préparation. Découvrez la recette du chef Alphonse Coetzee. Bonjour à tous. Alors, à l'occasion de la fête du cerf et de la crevette, aujourd'hui, j'ai décidé de préparer une recette à base de cerf, bien sûr. L'intitulé de cette recette, ça va être du cerf confit au citron, enroulé avec des feuilles de choucanac. Pour cette recette, j'ai besoin d'un filet ou épaule de cerf, c'est mieux. J'ai besoin aussi des carottes, des oignons, des céleris, pourquoi pas, des herbes aromatiques. Et puis, j'ai besoin de choucanac, donc qui va être notre élément de base, parce qu'après, on va les farcir. Alors, j'ai besoin de sel et le poivre, bien sûr, pour assaisonner. Mais alors, je vais venir saisir l'épaule de cerf dans une poêle. Je vais juste chauffer un peu d'huile et je vais venir le saisir. Alors, saisir, c'est quoi? C'est justement un peu vif pour que, en fait, j'essaie de capter tous les sucres. Alors, les sucres, c'est tous les éléments qui vont s'accrocher à la poêle. Alors, c'est très important, il ne faut pas jeter. Hein, chez vous, il ne faut pas jeter. Il ne faut jamais jeter, surtout. Et puis après, quand c'est bien coloré, je retire l'épaule de cerf. Et là, je vais rajouter tous mes garnitures aromatiques. Je vais venir le déglacer avec du vin blanc, tout simplement. Et puis après, je vais rajouter le cerf et je vais laisser cuire tout doucement 2 heures à 4 heures maximum. Et après, quand c'est bien cuit, je vais venir le décortiquer. Je vais récupérer le jus, que je vais le réduire. Ça va faire une base de sauce. Le cerf, je vais faire des mirepoix. Alors, les mirepoix, c'est vraiment des carottes qui est coupées en petit dés avec des citrons confits à l'intérieur. Des herbes, bien sûr. On va rajouter des oignons verts, de la coriandre, des dés de tomates aussi à l'intérieur. Et puis après, le tout bien mélangé. Bien sûr, on va goûter l'assaisonnement, le sel et le poivre. Et ces éléments-là, en fait, on va le farcir. Pour farcir, on va prendre les choucanacs, qu'on va les blanchir rapidement. Alors, blanchir, c'est justement de prendre les choucanacs, qu'on va les plonger dans l'eau bouillante très rapidement. Et puis après, on va le plonger dans une glaçante. Alors, une glaçante, c'est quoi? C'est justement, en fait, c'est des glaçons qu'on met dans un bol ou un cuisse-poule avec de l'eau, justement pour stopper la cuisson. Et puis après, on va venir l'essuyer avec un sopalin. Et on va rajouter le mélange tout à l'heure de cerf à l'intérieur et on va former comme un genre de papillote. Et puis après, on va rectifier la sauce qu'on avait préparée tout à l'heure, le jus qu'on a filtré. Donc cette jus, on a réduit, on a monté au beurre. Ben oui, le beurre, c'est la vie.
On va monter au beurre et puis après on va venir le façonner, enfin faire le dressage. Alors justement dans une assiette ronde, on va poser le papillote de cerf et on va venir mettre la sauce autour. Alors ce plat-là, on peut l'accompagner bien sûr avec de la purée de tubercules ou avec des lentilles, pour ceux qui aiment bien les lentilles, ou soit avec de la salade. Super, merci chef. Avec grand plaisir. Et bon appétit et bonne fête. On est de retour sur la première en direct de l'hippodrome de Boulou-Paris pour vous faire vivre, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices, la fête du cerf et de la crevette. Cette année, la première met les bouchées doubles et le sollicite ces 3 médias pour vous faire vivre l'actualité culturelle. Vous voyez, il y a de la musique, il y a du soleil et on est avec nos 3 invités sur ce plateau. On va parler de l'économie locale, de qu'est-ce que c'est que d'être producteur exposant aujourd'hui en Calédonie. Bonjour à vous 3, comment ça va ? Bonjour. Il n'y a rien à allumer. Comment ça va ? Vous allez bien ? Ça va très bien. Ça va bien. Alors, on est avec Capitaine Ricky. Bonjour Capitaine Ricky. Bonjour à vous. Vous allez bien ? Oui. On est avec Adeline de l'OCEF. Oui, bonjour. Et avec Samantha qui nous fait le plaisir de nous prêter Choco, la petite biquette. Comment ça va Samantha ? Ça va bien. Alors merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Ce genre d'événement, c'est aussi l'occasion pour vous, exposants et producteurs, de faire aussi un chiffre d'affaires déjà. Et surtout, c'est de ça que vous vivez aujourd'hui. Capitaine Ricky, vous comptez sur ce genre de foire pour pouvoir faire découvrir les foires et marchés. C'est ce qui vous permet aujourd'hui de pouvoir rencontrer votre public. Voilà, ça nous permet d'avoir une visibilité autre que sur certains petits marchés qu'on fait le week-end. Voilà, moi je suis un titulaire le samedi matin sur le marché de gros à Ducos. Mais faire les foires ou les événementiels, ça nous permet d'avoir de la visibilité autre. Et pareil, comme vous le disiez, d'avoir un chiffre d'affaires supplémentaire pour ça, quoi. Et vous, Adeline, alors vous faites partie de l'OCEF et vous représentez une filière qui est quand même pas des moindres en Calédonie, la filière de la pomme de terre. Oui. C'est bien ça. Alors aujourd'hui, quel est est-ce qu'on pourrait faire un petit topo de la filière pomme de terre aujourd'hui en Calédonie ? La filière pomme de terre aujourd'hui, c'est environ 2500 à 3000 tonnes de production. C'est énorme. Oui, une quarantaine de producteurs qui sont entre Boulou-Paris et Pointe-Bout. Et quand on a un climat qui est assez favorable, on arrive à approvisionner en fait le marché complet de la pomme de terre. Et donc c'est une filière qui est autosuffisante. Tout à l'heure, vous avez fait une démonstration, il y avait un concours d'épluchage de pommes de terre. Alors ça s'est passé comment ? Oui, alors ça s'est très bien passé. C'est vrai que nous, à l'OCEF, on est plutôt un intermédiaire dans la filière d'habitude, mais les foires, c'est l'occasion pour nous de rencontrer directement nos consommateurs, c'est ça, de mettre en avant le produit et de faire l'animation avec ce maintenant assez classique concours d'éplucheurs de pommes de terre qu'on fait sur beaucoup de foires et salons et qui plaît beaucoup et qui anime le stand. Et des concours d'ailleurs, on va en avoir tout au long de ce week-end. À 13h, le fameux lancer de claquettes. À 15h, la course de sac qu'on ne présente plus. Et demain, on retrouvera le rodéo. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Ce genre d'événement, c'est aussi un moment familial. Et pour ce qui est de famille, je vais me tourner vers Samantha. Vous aussi, depuis quelques années, on ne vous présente plus. On vous voit sur les foires. Vous présentez une mini-ferme, poulet compagnie. Oui, voilà. C'est bien ça. Alors, c'est aussi l'occasion pour les enfants des fois d'avoir leur premier contact avec des animaux, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors vous avez quoi sur votre ferme à vous ? Alors on a un peu de tous les animaux de la ferme. On a le petit veau, les chevreaux, les agneaux, les poules, les canards, les oies. On a aussi les lapins, les cochons d'Inde. Voilà, beaucoup de petits orphelins qu'on nourrit au biberon. Du coup, c'est pour ça que les enfants ils peuvent bien les approcher, les caresser, parce qu'ils sont doux et ils n'ont pas peur de l'humain, du coup. Et ça fait aussi partie, le rapport aux animaux, ça fait aussi partie de la culture broussarde. Oui. Avec de plus en plus de gens qui vivent en ville, c'est bien d'avoir ce genre d'événements qui peuvent aussi remettre certains aspects de cette culture au goût du jour, vous trouvez pas ? Ah tout à fait, ça nous ramène à un retour aux sources. Voilà. Moi j'apprécie parce qu'on rencontre notre clientèle. Il y a des gens qui, par exemple, qui voient nos produits maintenant dans les commerces. Mais ce genre d'événement permet d'avoir une image
du producteur et de la clientèle, quoi. Alors vous proposez quoi sur votre stand? C'est surtout de la transformation de poissons, c'est bien ça? Alors moi je suis pêcheur professionnel, D'accord. issu d'une génération de pêcheurs professionnels. Il y a eu un laps de temps où j'ai fait du tourisme en mer. Avec le Covid, Ça c'est oui. Voilà, on réorienté, comme on va dire ça de manière Voilà. polie, ça s'est un peu cassé la Gentiment, figure. voilà. C'est ça. J'étais dans le tourisme, donc D'accord. voilà, c'est pas un secret que le tourisme, ça devient très difficile. Voilà. Et je me suis remis à faire ce que je savais faire, donc la pêche, et pour compléter une transformation des produits de la mer. Et j'ai un labo agréé en AHS depuis décembre sur Bourail, qui me permet maintenant de commercialiser dans les commerces, quoi. J'ai l'impression que pour travailler dans ce genre de filière, autant que ce soit par exemple pêcheur et transformation, agriculture et aussi tout ce qui est ferme, c'est des métiers passion. Adeline, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vos agriculteurs à l'OCEF, c'est des gens qui réussissent à vivre de leur passion? Oui, en tout cas, c'est clair que c'est un métier de passion. Et les agriculteurs sont heureux d'être dehors, au contact de la nature, et ils comptent pas leurs heures, et quelque part, c'est ça qui les fait, c'est leur moteur. En gros, je parle aussi bien pour tous les collègues producteurs, aussi bien agricoles que pêcheurs et autres. Quand on est producteur, on compte pas nos heures, on fait pas nos 8 heures, quoi. Voilà. On a des journées à la sortie du lit jusqu'au soir pour se relever encore tôt le matin, quoi. Vous, Samantha, vous retrouvez dans ce mode de vie aussi? Oui, bah c'est beaucoup de passion parce que il faut être tout le temps là pour eux. Tu peux pas te dire on part là comme ça. Il faut être ici pour donner les biberons. Ah, c'est ça. Voilà, les biberons c'est matin, midi, soir. Des fois quand ils sont tout petits, il faut se lever la nuit aussi, donner. Bah oui. Il faut les chauffer, il faut s'en occuper tout le temps, quoi. Vous avez combien d'animaux dans votre ferme en tout? Il y en a beaucoup. Là, je saurais pas dire combien, mais il y en a beaucoup. Ouais. Là, par exemple, vous en avez emmené combien là sur le site? Là, il doit en avoir une quarantaine peut-être. Et comment vous transportez tout ça? Oui, Comment voilà. vous transportez? J'imagine qu'on met pas 40 animaux dans la benne comme ça pour. Ça nécessite beaucoup de choses. Oui, on a équipé le van. Alors, du coup, on a plein de petits compartiments. Il y a le compartiment pour les grands, pour les bébés, pour les moins grands. Puis les cages pour telle race. Chacun a sa petite place. Eh ben, dis donc, voilà. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait 6-7 ans maintenant. Ah oui, quand même. Oui. Et vous faites aussi des fois dans les écoles, il me semble. Vous passez dans des kermesses. On se déplace dans les écoles, les crèches. Et après, on fait plutôt les foires. Et voilà. Mais ça fait partie justement des stands intemporels, quoi. Depuis qu'on est petit, on voit des mini-fermes. Vous, j'imagine, Adeline, vous avez déjà vu des mini-fermes, même plus jeunes dans des foires. Vous aussi, j'imagine, Ricky? Oui, tout à fait. Et ça traverse les âges. Adeline, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se lancer dans l'agriculture quand on est un jeune, par exemple? Est-ce qu'un jeune aujourd'hui il peut partir de rien et se lancer dans l'agriculture? On peut toujours, il faut être courageux et puis avoir accès à... Voilà, c'est quand même plus facile quand on a un peu d'aide des parents, je pense. Je sais pas comment Samantha a démarré, mais... Oui, en premier c'était mon compagnon qui faisait de l'élevage. Et puis après, on commence avec un petit, deux petits, puis après ça grandit, et puis après, on est tellement content et puis passionné par ça que... Oui, on est entraîné dans un engrenage. Voilà. Vous, Ricky, c'est un peu différent parce que vous, c'est vraiment pour le coup familial chez vous la pêche. Parce que et vous le faites aussi avec votre fils. Alors oui, tout à fait. Donc moi j'ai grandi, mon grand-père était déjà pêcheur à l'époque. Ensuite, les oncles, mon père, ma mère ont été pêcheurs professionnels aussi pendant des années. Moi, j'avais commencé à la sortie de l'école pour avoir du travail parce qu'en brousse, on n'avait pas encore Facebook et tout ça. Et on ne savait pas rester à rien faire. Donc, j'avais commencé la pêche. Ensuite, je me suis orienté dans le tourisme en mer. Et voilà, maintenant, j'ai mon fils qui prend la passion.
Et puis on commence à passer un peu le relais, quoi. Justement, on a souvent tendance à dire que les jeunes se désintéressent de ce genre de métier, de ce genre de secteur. Vous, est-ce que c'est une fierté pour vous de voir que votre fils reprend ce flambeau-là ? Tout à fait, parce que après il faut la réalité du terrain. Donc il va vraiment falloir qu'il s'accroche, parce que comme tout producteur, agriculteur, pêcheur, voilà, on a des hauts et des bas, on a des passages à vide. Quand on est en travail de la nature, de la mer ou de l'agriculture, on est sujet aux intempéries. Donc on peut sortir en mer et tout perdre, c'est-à-dire rentrer avec une bulle. L'agriculture, c'est pareil, quand tu as un cyclone, tu perds tout. Donc on reconstruit, on redémarre et voilà. Quelles sont les contraintes de la filière pomme de terre ? Justement, on parlait Ricky nous parle des limites aussi des fois de l'agriculture, des risques. Dans la filière pomme de terre, c'est quel genre de contraintes qu'on peut... Je sais pas, des maladies par exemple Oui, alors je pense que la première contrainte, c'est le climat. Ouais. Et c'est vrai que y a des années où il pleut plus, des années où il pleut moins. En général, on préfère avoir une année plutôt sèche, fraîche, quitte à arroser ensuite les cultures, mais au moins on peut doser le bon niveau d'eau. Et effectivement, il y a également des maladies qui se développent sur les cultures de pommes de terre, qui sont aussi liées au climat. Et donc pour que tout se passe bien, il nous faudrait une année normale en termes de climat, c'est-à-dire une saison fraîche et sèche. Cette année, c'est un peu mal parti, quoi. Mais on croise les doigts quand même. Donc là, on va bientôt planter les pommes de terre à partir de cette semaine. Et on espère que on dirait que ça commence à aller vers le frais et sec. Et d'ailleurs, on le rappelle qu'une pomme de terre légèrement avec des petits bulbes, ça peut se manger quand même. On voit en ce moment des campagnes qui passent. Souvent, les gens jettent des pommes de terre. Oui, donc effectivement. Donc là, en fait, nous, on produit les pommes de terre à la période fraîche, parce qu'en fait, c'est une culture de pays tempérés à la base. Donc on la plante là en mai-juin, on la récolte en septembre-octobre avant qu'il fasse trop chaud. Et ensuite, on la stocke, nous, au froid. Et quand on la ressort, c'est vrai qu'elle a tendance à vouloir pousser parce qu'elle va vouloir refaire une plante. Et ça n'empêche pas de pouvoir la manger. Par contre, pour planter, nos agriculteurs ont fait, à chaque fois, on replante des semences qu'on appelle des semences certifiées qui sont faites justement avec un cahier des charges précis pour pas qu'elles véhiculent de maladies. Pour limiter les maladies qui pourraient se développer. Pour terminer, une petite question que je vais vous poser à tous les trois, parce que ce genre d'événement, c'est justement l'occasion de faire fonctionner les circuits courts. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour les encourager justement à faire fonctionner les circuits courts comme ça ? Je vais laisser la main d'abord en premier. Venez sur les foires, il y a une bonne ambiance, on passe un bon moment et en plus on peut acheter des bons produits. Directement au producteur, et ça directement c'est bon. au producteur. Voilà, tout à fait, et puis on est quand même sympa sur nos stands. Super sympa. On rigole, tout. Donc, bienvenue. Comme bienvenue à la ferme. Exactement. Vous, Samantha, pourquoi les gens ils devraient justement venir faire leur cours justement au marché, chez les producteurs directement ? Oui. Ça fait du bien, puis en plus il y a du contact humain, on est tous ensemble, on rigole et ça fait marcher aussi les petits producteurs et puis c'est toujours mieux le circuit court. Bien sûr, ça garantit aussi une certaine qualité de produit, j'imagine. Oui, et puis d'être en contact avec le producteur où ça permet de discuter. On parle beaucoup de manger local en ce moment, donc on favorise avec la CAP, Chambre d'agriculture et de la pêche, le mangeant local. Donc justement, c'est l'occasion d'être sur un circuit court du producteur directement au consommateur, sans passer par d'intermédiaires. Eh bien Ricky, merci beaucoup d'être venu sur notre émission. Vous aussi Adeline, merci beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps. Et Samantha, on vous laisse retourner vous occuper de vos petits bébés, de votre grande famille. Merci aussi à vous d'être toujours sur la première. Restez bien avec nous. On continue d'ici quelques instants. On parle de tradition puisque les foires et autres événements culturels, c'est aussi le conservatoire de notre tradition et de notre culture. Mais juste avant, on retrouve une petite chronique culinaire proposée par Aude avec Claudia
qui nous partage sa recette de porc, crevettes et lait de coco. A tout de suite. À l'occasion de la fête du cerf et de la crevette à Boulou Paris, des Calédoniens nous livrent leurs recettes et leurs petits secrets de préparation. Découvrez la recette de Claudia. Bonjour, moi c'est Claudia, j'ai 29 ans, ma passion c'est la cuisine. Aujourd'hui j'ai choisi un porc aux crevettes au lait de coco et curry. Pourquoi ? Parce que c'est un plat assez réconfortant qui me fait penser à la Thaïlande, au voyage, donc voilà, et j'adore voyager donc. Alors, pour la recette, on a besoin en ingrédients à peu près 500 g de poitrine de porc, 500 g de crevettes, 2 carottes, un oignon, une échalote, une boîte de lait de coco, du curry, du sel et du poivre, une boîte de coriandre et un bouillon de veau. Pour la préparation, donc il faut couper les échalotes et les oignons en petits dés, puis les carottes en rondelles, trancher la poitrine de porc en fines lamelles et décortiquer les crevettes. Pour la partie cuisson, dans une poêle ou un wok comme on dit chez nous, verser un filet d'huile d'olive, ajouter des oignons et les faire revenir jusqu'à qu'ils soient bien dorés. On incorpore ensuite les crevettes et les cuire jusqu'à qu'elles soient bien rosées. Ensuite, on les retire de la poêle et on les réserve de côté en attendant. Dans la même poêle, ajoutez les échalotes, la poitrine de porc et les carottes, salées et poivrées, saupoudrez de curry selon votre goût. Puis verser un peu de bouillon de veau à l'intérieur et ensuite on ajoute environ un demi-verre d'eau et on laisse mijoter à feu doux. Une fois que le mélange a bien mijoté, secouez la boîte de lait de coco puis la verser dans la préparation. Et on laisse cuire pendant 15-20 minutes. Et ensuite, on remet les crevettes 5 minutes avant la fin de cuisson. On incorpore tous ensemble et on mélange. Et ensuite, pour accompagner le tout, il faut le servir avec du riz bien chaud et ciseler de la coriandre par-dessus pour faire la petite touche finale. C'est pas compliqué, il faut juste la potion magique, c'est rajouter de l'amour. Merci Claudia. Merci à vous. On est de retour sur le plateau. Merci d'être avec nous sur la première. Alors on reçoit nos quelques invités. On est de retour sur attention le trou sur le plateau. Hop. Ah, vous allez, on s'amuse bien sur la foire en tout cas. On est sur l'hippodrome de Boulou Paris en direct de la fête du cerf et de la crevette. Et tout de suite, on va parler de tradition et de culture puisque ce genre d'événement, c'est aussi l'occasion de conserver des traditions, des savoir-faire. Et pour en parler, nous sommes avec Stéphane, Marilla et Claude. Bonjour à vous, vous pouvez prendre vos micros. Bonjour à vous, ils sont déjà allumés, vous en faites pas besoin de... Bonjour à vous, vous allez bien ? Magnifiquement bien. Magnifique, en plus, Il en fait musique, beau. ça fait plaisir. L'ambiance est là. C'est le cas de le dire. Alors Stéphane, vous représentez le village country. L'école de danse country, oui. L'école New Caledonia Dance Country. Et vous avez en plus fait une petite, oui. petite représentation ce matin. Vous, Mariella, vous allez nous parler bien justement du grand retour de cette année. Vous l'attendez, le voici, c'est le rodéo. Alors nous, oui, on ouvre la saison à Boulou Paris. Ça sera le premier rodéo de l'année. Et vous, Claude, eh bien, on ne vous présente plus aussi sur l'univers des foires. Ça fait maintenant 40 ans que vous faites partie de l'univers forain calédonien. Vous nous venez parler aussi de cordonnerie, du travail du cuir. Bonjour à vous, Claude. Salut. Vous allez bien ? Très bien, merci. Et merci de nous inviter. Mais merci à vous de venir. Je félicite tout de suite les gens du rodéo parce qu'on est content de les voir arriver. Hein? Merci. L'année dernière, ils nous ont manqué, mais cette année, ils sont là et bravo. Félicitations. Merci. Et, on est là pour vous faire des beaux spectacles. Merci. Vous allez voir, ça va être haut en couleur ce plateau. Claude, il avait envie de déplacer le plateau, de venir se mettre plus proche de nos invités. Bah oui, parce que c'est ça aussi les foires, c'est la proximité, n'est-ce pas ? C'est ça. Exactement. Ça fait combien de temps que vous êtes sur les foires, vous trois ? Moi, je suis arrivé en 2013. D'accord. Sur le territoire. Et j'étais... alors, moi, la danse country, ça fait depuis les années 2005 que je danse en métropole. Et en arrivant en 2013, je m'étais dit, bon, j'arrive dans un pays où il y a du rodéo,
il y a des stockmen, il y a le monde du cheval, ça doit danser dans les fêtes, dans les foires. Et j'ai été surpris que justement ça dansait pas, qu'il n'y avait pas de parquet de danse. Mon rêve se réalise. Cette année, la preuve, on a un village country, on a un parquet de danse, on va pouvoir faire danser le public si les gens veulent venir s'initier et partager notre passion. Et on a une scène magnifique, donc je suis comblé. Aux anges. Oui. Vous, Claude, qui nous venez d'Amérique du Nord, la danse country, l'univers un peu country, vous connaissez bien. Ça vous fait plaisir de retrouver ça ici ? Mais tout à fait, tout à fait. Et c'est universel, hein, le country. Hein. Il y en a partout. Hein. T'en as au Québec, t'en as aux États-Unis, en Australie. C'est universel. Et en Calédonie. Et en Calédonie. Ah oui, carrément. En Calédonie, totalement. ouais. Et oui. Mariella, justement, vous êtes bien placé pour en parler. Le rodéo, ça fait partie intégrante de la culture broussarde. Alors, oui, le rodéo est en Calédonie depuis un certain temps. Je ne vais pas donner de temps, mais depuis un certain temps. Et c'est folklorique, ça fait partie du monde broussard, ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de la Calédonie, de nous tous. Qu'est-ce que ça vous fait à vous tous les trois quand vous venez sur ce genre de foire et que vous pouvez voir tout type de visage, d'ethnie, d'âge venir se réunir autour de ces éléments culturels? Écoute, je trouve que... Pardon, si tu voulais parler, excuse-moi. Je trouve que dans les foires, que ce soit la foire d'ici, que ce soit la foire de Bourail, la fête de Païta, la fête de Koumak, la foire de Koumak, je trouve que c'est des moments très importants dans l'année parce que c'est le moment où on voit sur un même champ de foire, on voit le nord, le sud, l'est, l'ouest, les Canadiens, les Javanais, les Mélanésiens, les gens d'ici. On voit vraiment tout le monde et tout ça, ça se passe toujours dans le calme et la bonne humeur. Et moi, je dis, c'est ça la Calédonie. Tu sais, on dit que la Nouvelle-Calédonie, c'est une terre de partage. Ouais. Qu'est-ce qu'on vit ce week-end? Du partage, de la convivialité. On a tous une passion commune, que ce soit le rodéo, le travail du cuir, le monde du cheval, la danse country. On est là pour partager et passer des moments exceptionnels. Sur un spot comme celui-là, avec un temps comme celui-là, si on n'arrive pas à trouver notre bonheur de partout où on va, il faut vraiment être difficile. Alors moi je dirais que le rodéo, quand on parle de rodéo, tous les yeux s'écarquillent, les oreilles s'ouvrent. Et pourquoi? Parce qu'on fait venir du monde de partout. Que ce soit des visiteurs, que ce soit des Calédoniens, que ce soit... ils sont tous rodéo. Rien que pour la niaque, rien que pour le fun. L'esprit rodéo, c'est un vrai état d'esprit, c'est une vraie mentalité. Oui. Et le rodéo, alors il y a différents rodéos. Il y a le rodéo avec le bétail, il y a le rodéo avec le cheval, c'est ça? Oui. C'est quoi la différence? Il y a sur chevaux et sur taureaux. D'accord. Donc on a les mêmes adrénalines. Sauf qu'il y a plus de spectacles sur taureau parce que c'est plus impressionnant. Les gens sont avec des animaux beaucoup plus gros, donc c'est plus impressionnant. Mais ils ont tous la même adrénaline. Aujourd'hui, le monde du rodéo, c'est combien de gens? Oh, on les compte plus. On les compte plus parce que aujourd'hui vous avez des nouveaux, des jeunes, mais il y a les vieux qui sont là. Il y a beaucoup de vieux qui les suivent. Il y a suffisamment de jeunes aujourd'hui prêts à reprendre la filière du rodéo? Ah oui, il y a beaucoup de jeunes. Mais ouais, il nous reste encore quelques vieux qui veulent s'aligner aux jeunes. Ne serait-ce que pour montrer aux jeunes comment faire. Exactement, vous justement, vous Claude, ça fait 40 ans maintenant que vous participez à l'effervescence des foires avec la cordonnerie, le travail du cuir. Est-ce que vous pensez que les jeunes ils devraient en ce moment, aujourd'hui, s'investir dans ça? Parce que c'est le genre de domaine qui ont tendance, c'est des savoirs qui se perdent en fait. Oui, alors on est d'accord et merci d'aborder le sujet. Merci d'aborder le sujet parce que j'en parle beaucoup en ce moment. Je trouve que dans le travail du cuir, nous, on est les derniers survivants. Hein? Mon atelier au coin du cuir, t'en vois pas 50 comme ça. Hein? Et il y a beaucoup de travail là-dedans. Et
Et c'est du travail qui peut être une passion, qui peut devenir une passion. Hein. Et moi, j'encourage les jeunes à venir apprendre à travailler le cuir ou à apprendre de n'importe quelle manière, mais il y a du boulot là. Et ne serait-ce que pour faire des sandales ou des ceintures ou des ci, des ça, mais il y a aussi le travail dans la sellerie. Il y a énormément de travail dans la sellerie. Et avant, on avait des vieux qui étaient, allez, Monsieur Lucien, Monsieur, vous les connaissez tous, hein? Et puis, ils sont partis, ces vieux-là. Oui. Et puis maintenant, pour fabriquer des selles, pour en réparer, il n'y a plus personne. C'est des savoirs qui se perdent. Donc, il y a des savoirs, c'est ça, qui se perdent. Et là, on est en train de... Celui-là, nos vieux, ils sont partis déjà, tu vois. Donc, il faudrait... je ne sais pas si la Chambre des métiers, par exemple, elle peut organiser des stages ou des trucs comme ça, tu vois. Nous, je ne vais pas dire le nom, mais nous, on organise des petits stages juste pour la découverte du cuir, découverte du travail, comment faire la couture à la main, comment poser des rivets, comment couper, etc. Mais il y a un travail de... Et vous savez, ce travail manuel, comme tous les travaux manuels, tu as 25% de technique de base et 75% de passion pour son travail. Hein? Voilà, la danse, n'importe quoi, le menuisier, c'est pareil. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est passer la fibre, tu vois, et la fibre du cuir, la fibre, tu vois. Et puis après, ça y est, une fois que tu t'es lancé, tu t'en fais ta vie. Et la transmission, vous, par exemple, Stéphane, c'est au cœur même de votre pratique, parce que la danse, ça s'apprend, donc en fait, c'est un domaine où on est constamment dans le partage. Constamment. Moi, j'ai commencé par le milieu associatif sur le Mont d'Or Sud. J'ai créé le Vallon Country Club en 2021. Et puis après, j'ai voulu vivre de ma passion. Et j'ai ouvert cette école de danse. Alors moi, mon but, c'est pas trop de me présenter sur scène pour montrer que je sais danser. Ça fait 20 ans que je danse. Moi, mon but, mon rêve, c'est d'amener les gens à sortir de leur zone de confort, parce qu'il faut reconnaître que le Calédonien est très pudique. Oui. Donc il ne se met pas facilement en valeur devant des gens. C'est pas évident de danser devant un public sur un podium. Et moi, ce que je voudrais, et je pense qu'on va réussir ce week-end par des initiations, à montrer aux gens que c'est accessible à tous. C'est des danses débutantes, on sait compter jusqu'à 8, on sait écouter la musique, et il y a moyen de passer un moment convivial, tous ensemble. Et donc voilà, c'est vraiment mon but. Et regarde, tout est lié. En métropole, on parle de festival country, mais ici, on parle de foire ou de fête. Le cuir, regarde, moi j'en ai besoin pour ma ceinture, j'en ai besoin pour les boots, le rodéo, mais forcément qui fait partie du patrimoine calédonien, et la musique country, la danse country, le rodéo, tout est lié en fait. On a tous des passions qui sont liées les unes aux autres. Et c'est vrai que ça manquait un petit peu, la danse country. Donc, alors, on a des associations, on a des clubs. Je pense au Vallon Country Club au Mont d'Or Sud, à Dumbéa Danse Country, à Bourail, à Coumac. Et donc, la danse country est en plein essor. Donc, l'école de danse, elle n'existait pas il y a 1 an. On est 80 adhérents. Donc je suis comblé. Et de voir l'engouement et le plaisir que mes danseurs et danseuses, en fait, quand je les vois arriver à l'école de danse et quand je les vois 6 mois après ou 1 an après, ils sont métamorphosés. Déjà par leur tenue vestimentaire et par leur... ils sont sortis de leur zone de confort, ils n'osaient pas, ils avaient honte, ils avaient peur. Et maintenant, ils ont lâché la bride, ils croient en eux, je crois en eux également. Et c'est ça, le partage. On parle justement de se mettre en spectacle, de sortir de sa zone de confort. Je pense que le rodéo, c'est quand même un bon exercice pour sortir de sa zone de confort, hein, Mariella? Alors moi, je dirais plutôt que certains naissent avec l'envie de rodéo. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que ça vient de tellement loin que les enfants, les petits-enfants, maintenant, ils sont tous... plus ou moins
accros au rodéo. Bah, justement, en plus, on devait en parler. On a des jeunes cavaliers là qui nous viennent de Vaud, mais vraiment des gamins quoi. Ils ont 8-9 ans, ils sont déjà sur le cheval. Ça fait aussi partie de ça, la vie broussarde. C'est naître sur un cheval, naître dans un champ, naître à la pêche, à la chasse, enfin bref, toutes ces cultures-là. C'est tout ce milieu-là. Des gens de la terre. Mais aujourd'hui, on a aussi des gens de Nouméa qui travaillent dans des ateliers ou même dans des bureaux qui souhaitent monter au rodéo et ils s'en sortent pas mal. Hein. Ah ouais? Oui, parce que bien souvent, ils ont déjà des familles. Ah, d'accord. Mais vous pensez qu'il faut quand même avoir un petit background avec le rodéo? Ah oui. Pour faire du rodéo, il faut quand même s'entraîner, il faut avoir une condition physique. On ne fait pas du rodéo du jour au lendemain. Bien sûr. Même si on est un bon cavalier, il faut quand même avoir des bases et les équipements qui vont avec. Et donc c'est demain qu'on retrouve le rodéo. À quelle heure demain? Alors, demain, le rodéo est annoncé pour 9h. On commencerait à 9h. Mais on a un grand hommage à faire. Et du coup, de 9h à 9h30, on sera plutôt en hommage à la famille de Roland Moissan. Et après 9h30, le rodéo démarre. Très rapidement, pour vous, ça signifie quoi ce retour du rodéo cette année? Très rapidement, pour vous, ça signifie quoi le retour du rodéo cette année? Alors, je vous dirais que c'est plus fort que ça parce que mercredi, on a été reconnu par les hautes instances de sport. Ouais. Et le gouvernement nous a signé les conventions et les arrêtés. Et du coup, on est reconnu comme un sport officiel. Ouais. Eh bien, je pense qu'on peut vous féliciter effectivement pour ça. Merci à vous trois d'être venus sur ce plateau. Je vous laisse retourner à vos stands. Bonne journée à vous. Merci encore. Merci beaucoup. Et on vous le rappelle, on est en direct de la fête du cerf et de la crevette. On va parler plutôt maintenant de l'organisation de cette fête et de l'histoire de cet hippodrome. Mais avant ça, on retrouve Emmanuel Darman qui nous présente dans Coco Salé une bonne recette de bougna d'épaule de cerf. Salut les cocos, changement de décor. On fait un petit barbecue aujourd'hui avec des brochettes de cerf pas comme les autres. Regardez. Pour cette recette, il vous faut un joli rôti de cerf, quelques tranches de bacon, de la mozzarella râpée, même si ça marche aussi avec de l'emmental. Et pour la marinade, vous avez besoin de sauce barbecue, de miel, d'un peu d'ail en poudre, de l'oignon semoule, du poivre, du soyo, de l'huile de tournesol et enfin, vous avez besoin de pic à brochettes. Première partie de notre recette, on va s'occuper de la découpe de notre cerf. Plus précisément, on va l'ouvrir en portefeuille pour ensuite y poser une feuille de cuisson et l'attendrir au maximum. Bon alors évidemment, vous aurez remarqué que je ne possède pas de marteau à viande, d'où l'utilisation de mon rouleau à pâtisserie. Une fois attendri, on passe à la marinade. Oh, c'est joli! Dans un récipient, on verse notre préparation sur la viande, on masse bien et on n'oublie pas de rajouter de la sauce barbecue. On termine par un filet d'huile, on remasse encore un peu, on réserve pendant 15 minutes, puis on passe à la deuxième étape. Pour faciliter le roulage de notre pièce de cerf, j'ai d'abord mis du film plastique sur mon plan de travail. On dépose notre viande de cerf, on y ajoute les tranches de bacon, la mozzarella râpée et on roule l'ensemble en serrant un maximum. On utilise ensuite le film plastique, on en fait un gros bonbon géant et on met au frais pendant 1 heure. Enfin, si vous êtes patient. Après ce petit tour au frais, il est temps pour nous de façonner nos brochettes. Alors on va d'abord piquer avec le film plastique pour que tout tienne un maximum. C'est parti. On pique 2 pics à brochettes par morceau. On coupe les tranches, puis on enlève évidemment le film plastique avant de passer à la cuisson au barbecue. Et en ce qui concerne le temps de cuisson, c'est comme vous aimez. C'est vous qui décidez. Ça y est les cocos, nos brochettes de cerf revisitées sont enfin terminées. Il est temps pour nous de déguster. Moi j'adore quand c'est un petit peu rosé comme ça. Bon appétit les cocos. Attention. Trop bon. À bientôt. Pas pour toi la mouche. Retrouvez toutes les recettes de Coco Salé en replay sur le site internet de La Première.
Eh bien, il y a de quoi de se régaler avec ce genre de programme. On va essayer la recette ce soir, je pense. Il est donc 13h. Merci d'être avec nous sur la première. On vous le rappelle, on est en direct de l'hippodrome de Boulou-Paris pour la fête du cerf et de la crevette. On va parler maintenant un petit peu plus des dessous de cet événement, l'arrière du rideau, comme on dit. On va parler d'organisation, de l'histoire, de tout ce qui nous lie à cette fête. Nous sommes donc avec Loïc Luciani. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, c'est ça. Bonjour, avec le grand soleil qui brille. On est avec Jérémy Coste. Bonjour à vous. Bonjour. Et Dany Nourtier. Bonjour à vous. Bonjour Clément. Est-ce que tour à tour, vous pouvez vous présenter et expliquer la raison de votre présence aujourd'hui sur le site, en commençant par vous, Dany. Vous, évidemment, vous êtes celle sans qui cet événement n'est pas possible. Une de celles sans qui cet événement n'est pas possible. Oui, bonjour, Dany Nourtier, co-organisatrice de l'événement avec la mairie de Boulou-Paris. Voilà, on organise l'événement depuis 3 ans en collaboration proche avec la commune de Boulou-Paris. Jérémy Coste et je suis le secrétaire général de la mairie de Boulou-Paris. Et effectivement, nous sommes avec Dany l'organisateur de cette fête. C'est la 30e édition et donc on devait être au rendez-vous des foires de Brousse. On est la première et donc on est heureux d'être ici et d'accueillir tout ce beau monde sous ce beau soleil. Et vous, Loïc? Bonjour, moi je suis Loïc Luciani, je suis le président de l'association de sauvegarde des engins mobiles de Nouvelle-Calédonie, ACMNC. On est sur la foire de Boulou-Paris grâce à NC Evans qui nous fait le plaisir de nous inviter depuis 3 ans à venir montrer un petit peu le travail de nos bénévoles sur la restauration du patrimoine calédonien et notamment le patrimoine agricole en lien avec la foire dans laquelle nous sommes. Le patrimoine, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Est-ce que ce ne serait pas justement le sujet principal de ce genre de foire, le patrimoine ? Effectivement, c'est l'occasion de démontrer qu'à Boulou-Paris et de manière générale en Brousse, on a un patrimoine culinaire, artisanal, de qualité. Et c'est aujourd'hui l'occasion pour tous les artisans de la commune, et pas simplement de tous ceux qui ont été invités ici. Dany le dira, mais il y a quasiment 140 exposants. Et ces gens-là sont venus démontrer leur talent, leur savoir-faire. Et c'est pour ça que c'est important de venir les soutenir et qu'on attend du monde aujourd'hui et demain à Boulou-Paris. Et en plus, il fait beau, le temps est avec nous, le temps est clément pour le coup. On ne s'attendait pas à avoir autant de soleil ce week-end, donc on n'oublie pas de bien s'hydrater, on porte un chapeau, on fait très attention pour profiter au mieux. Dany, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres sur cette foire, cette fête qui ouvre justement la saison foraine calédonienne ? Oui, tout à fait, ça ouvre les premières foires de Brousse, cette fête de Boulou-Paris. Alors les chiffres, là, on n'a encore pas tout à fait les chiffres des entrées. En général, on regarde à 13h, donc voilà, donc je n'ai pas encore tout à fait. Mais vu l'affluence qu'on peut voir sur le site, je pense qu'on peut se dire qu'on a déjà pas mal de monde qui est là. Et comme le précisait Jérémy, oui, on a 140 exposants aussi. Et le gros avantage que l'on a, en fait, nous on l'a vu sur les 3 années, c'est qu'on a à chaque fois au maximum au moins 80% des exposants qui se réinscrivent d'année en année parce qu'ils sont vraiment fidèles à cette fête et qui veulent vraiment travailler sur la commune de Boulou-Paris. Donc c'est une foire qui fidélise. C'est une foire qui fidélise, exactement. Donc, et ça, c'est vraiment top. Et d'ailleurs, on a quelques images de cette foire. On a notamment quelques images de votre exposition, Loïc. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui sur cette foire ? Aujourd'hui, on a une collection assez éclectique. Ça part de tracteurs agricoles qui datent des années 45, arrivés avec les Américains, jusqu'à un moteur monocylindre à manco qui travaillait dans la chaîne centrale néo-calédonienne dans les années 30, qui a eu 100 ans l'année dernière, et qu'avec notre association, après une centaine d'heures de travail, on a réussi à remettre en route et proposer aux Calédoniens. Cette machine, ça servait à faire tourner des scieries, des caféries, des rhummeries. Et là, on a refait un décortiqueur à café aussi des années 20 qu'on fait tourner avec la machine pour montrer un petit peu aux Calédoniens comment ça fonctionnait en Calédonie il y a une centaine d'années. Et les gens sont assez surpris parce qu'aujourd'hui, comme je dis souvent aux élèves, on appuie sur un interrupteur, il y a du courant, on ouvre un robinet, il y a de l'eau, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et 100 ans à l'échelle humaine, ça paraît énorme, mais c'est vraiment rien. Pas grand-chose, c'est comme si c'était hier. Et nous, on est très satisfaits de cette foire parce que chaque année, on amène une nouveauté.
Alors, c'est pas une nouveauté pour notre collection, mais c'est une nouveauté pour la foire. Parce que les restaurations, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'argent. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'aide en Nouvelle-Calédonie concernant ce genre d'association, donc les budgets sont très serrés. On a des gens qui nous font confiance et qui nous invitent gracieusement justement pour pouvoir présenter et ce patrimoine et le travail de nos membres bénévoles, parce qu'on est tous bénévoles en fait dans l'association. C'est de la passion. Ouais, c'est vraiment une passion. Ouais. Et puis il faut savoir quelque chose aussi, c'est qu'on parlait d'un patrimoine culinaire ou d'un patrimoine agricole, mais un patrimoine la Calédonie, elle a un patrimoine matériel que bien des musées dans le monde nous envieraient, parce que c'est une terre pionnière. Et elle a été pionnière dans beaucoup de choses. Et même pour une terre qui est loin de l'Hexagone, aujourd'hui, elle a des machines, dont une qu'on propose à l'exposition, qui ont été fabriquées en métropole dans les années 20, dont la France n'a pas en vrai. Parce que c'était destiné aux Outre-mer, aux colonies de l'époque. Et aujourd'hui, en France, il n'y a jamais eu de caféerie, donc des décortiqueurs à café, il n'y en a pas. Et nous, on en a une dizaine, par exemple. Voilà, c'est un vrai patrimoine, et ça, c'est des vrais joyaux du patrimoine matériel. Hein. Je crois que la Calédonie, aujourd'hui, a un souci sur s'accaparer son patrimoine. Moi, je viens de Corse. On m'a toujours dit, si tu veux savoir où tu vas dans la vie, il faut te rappeler d'où tu viens. Mais de là où on vient, il n'y a pas que la nourriture, l'éducation, le social ou le sociétal. Il y a aussi la culture, l'héritage familial et les outils qui ont forgé les régions, les pays, les villes de là où on vient. Et les familles qui ont travaillé avec ces outils, qui font aussi partie du patrimoine de l'endroit où elles se trouvent. Et on essaye de faire, quand on peut, quand on récupère des machines, de récupérer l'histoire aussi qui a été associée à la machine. Les gens qui les ont conduites, les familles qui nous les ont données, parce qu'on remonte des fois dans des familles comme un tracteur qu'on nous a donné il y a quelques années, dans les années 20, quoi. Et c'était le premier tracteur de la famille Akinaga qui avait été importé en Calédonie pour planter les pommes de terre, par exemple. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus dans votre micro, parce que malheureusement on vous entend mal. Mais oui, donc c'est des dons qu'on vous fait de famille. Oui, il y a beaucoup de familles calédoniennes aujourd'hui qui ont des héritages qui souvent sont abandonnés ou oubliés dans des brousses. Et puis quand ils nous voient à la télé ou dans les foires, exactement comme Boulou Paris, parce qu'elle nous fait vraiment beaucoup de publicité, mais en fait ils font appel à nos services parce qu'ils se disent plutôt que de voir le patrimoine de la famille partir à la ferraille ou être oublié dans un coin, avec vous on sait qu'on va le revoir vivre dans une foire. Et là j'ai par exemple un couple de Bourailles qui nous suit depuis 5 ans sur toutes les foires, parce qu'ils nous ont donné à restaurer le tracteur du grand-père. Et normalement à la Forte Bouraille on devrait pouvoir l'exposer si on peut y aller cette année, parce que la logistique avec le coût des carburants c'est devenu un peu compliqué. Et en fait ils viennent à chaque fois pour savoir où on en est, pour revoir le tracteur du grand-père tourner, quoi. Donc c'est un vrai lien avec les familles. Ah oui, puis c'est génial parce qu'on apprend des anecdotes sur toutes les familles de Calédonie. Et outre le patrimoine agricole ou industriel, il y a les anecdotes familiaux. Bien sûr. Et on arrive des fois à remonter jusqu'à... pour vous donner une anecdote simple, on avait récupéré les anciens camions de la savonnerie de Nouméa. Et donc quand on a fait le sauvetage, on a mis les photos sur Facebook. Donc là on a des gens qui prennent contact avec nous, et en fait il s'avère que c'était les anciens employés de la savonnerie qui ne s'étaient pas vus depuis 40 ans et qui sont venus nous retrouver. On avait exposé pour le mois du patrimoine à Boulari, se sont tous retrouvés 40 ans après autour du camion en pleurs à raconter leurs histoires, leurs anecdotes, parce que 40 ans plus tôt c'était des gosses. Donc ils racontaient leurs anecdotes d'enfants vécus dans le travail de leurs parents autour du camion qu'on avait sauvé 40 ans après, quoi. Je vous vois tous acquiescer la tête là sur ce plateau. Je vois que ça vous tient vraiment à cœur, pour ce genre de foire, justement, resserrer les liens sociaux. C'est le site qui veut ça, la commune qui veut ça. L'objectif de cette fête, c'est être rassemblés, être tous ensemble et être sur cette fête. Mais c'est vrai que derrière tout ce que tu viens de raconter, ça va être difficile de raconter plus. Tu as parlé du patrimoine, des liens, et la fête, elle est là dans tout ce que Loïc vient de dire. Voilà, c'est rassembler les liens, resserrer les liens, cette fête. Alors vous, Jérémy, vous faites partie justement des plus jeunes générations aussi qui sont investies dans le quotidien de la commune. Cette fête, c'est quand même une fête qui rassemble beaucoup. On a tous un souvenir à la fête du cerf et de la crevette. Vous, c'est quoi votre premier souvenir de cette fête ?
Et moi, cette fête, j'ai commencé à la faire il y a une dizaine d'années. Ouais. Et je trouve qu'il y a toujours effectivement cette même ambiance, ces sourires, toutes ces générations qui sont là. On le voit derrière nous, hein, il y a des jeunes, des familles. On a beaucoup de gens aussi de la commune qui se retrouvent, les gens des tribus qui viennent. C'est vraiment très beau de voir ce moment où toutes les populations de Boulou-Paris, mais de toute la Calédonie, de la province sud se rassemblent. Et je crois que ça, c'est vraiment un marqueur de cette fête. Et oui, hein, c'est sûr que ça rassemble tout le monde sur cette fête. Et c'est pour ça qu'ANC La Première s'est déplacée aujourd'hui en radio et en télé. On vous le rappelle, hein, vous pouvez nous suivre sur tous les médias. Comment s'organise un tel événement entre vous, l'organisation, vous, la mairie et vous, les exposants? J'imagine que c'est vraiment une symbiose, un travail d'équipe. C'est un réel travail d'équipe, tout à fait. On travaille en amont, donc avec Jérémy, avec la mairie en amont pour organiser. On écoute les doléances de chacun de la partie de la commune, de ce que la commune veut, qu'est-ce qui est possible de faire et tout ça. Et puis après, on cherche un peu les exposants, les nouveautés comme on a fait avec Loïc depuis 3 ans. On cherche à améliorer un petit peu chaque année les choses et à rapporter des nouvelles choses. Cette année, on a rapporté un village country qui n'existait pas auparavant. Voilà, chaque année, on essaye de mettre encore une petite pierre pour que ce site soit encore plus beau et qu'il y ait encore plus de gens qui tissent des liens dans la prochaine édition. Cette année, effectivement, on a 2 nouveautés. C'est le village country, parce que c'est un marqueur de la commune aussi. Country, voilà. Et puis, on a aussi un village traditionnel mélanésien, où les gens peuvent venir découvrir l'art traditionnel en tribu. Ça, c'était très important pour nous. On a 4 tribus à Boulou-Paris, qui sont des tribus vivantes, voilà, où il y a des gens qui vivent. On a même des écoles dans nos tribus. Donc, c'était important pour nous. Une des tribus, en plus, qui fait partie des plus belles tribus du territoire. Qui sont des tribus magnifiques, qui est très connue pour un très bon gîte. C'est une tribu très connue, la tribu. Le gîte de la Waché, exactement. On a vraiment des sites magnifiques. Et donc là, cette année, on a fait ces nouveautés-là. Et avec Dany, on est déjà en train de réfléchir, avec les élus aussi, à des nouveautés pour l'année prochaine. Je ne vais pas tout dire parce qu'on ne va pas dévoiler les choses. On va encourager les visiteurs à venir l'année prochaine. Mais l'année prochaine, ils pourront venir sur site. Et on va même les emmener découvrir quelques sites en dehors de la foire. Voilà, mais oui, parce qu'en plus, il faut le reconnaître, il faut le dire, Boulou-Paris, en termes de tourisme, propose beaucoup de choses. On a un beau littoral sur Boulou-Paris, on a de belles plaines. C'est un très bel exemple justement d'une commune de côte ouest qui exploite son potentiel touristique, hein, avec la Port-Ouin, Guy-Bourraquet, enfin bref. Mais cette foire aussi, on a en ce moment là, au moment où on parle, une démonstration de la Wolf Family, donc du hip-hop. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les générations. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans notre programmation. Alors, comme on dit toujours, il y a des choses qui plaisent, qui ne plaisent pas, qui ne peuvent pas plaire à tout le monde. Mais dans notre partie organisationnelle, nous, c'est important de vouloir proposer quelque chose de vraiment éclectique et qui en est pour tous les goûts. Qu'on passe des danses traditionnelles à du hip-hop, à du pop, à du rock, à de la salsa. En fait, il faut vraiment que tout le monde y trouve son compte. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, vous avez les images en direct pour ceux qui nous regardent sur ANC La Première. Effectivement, il y a de la danse traditionnelle, de la danse hip-hop, de la country. J'ai beaucoup aimé le Country Village. Mais c'est vrai que c'est une nouveauté de cette année. Et vous Loïc, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que malgré le fait que ce soit des vieilles machines, des vieilles carcasses remises sur pied, ça intéresse quand même les jeunes? Alors c'est bizarre parce qu'on pourrait se dire que vu la conjoncture et puis vu la modernité, les téléphones et tout ça, on a justement beaucoup de jeunes qui viennent s'intéresser à ces objets parce que pour eux c'est paysage lunaire en fait, ils comprennent pas du tout ce que c'est. C'est ce qu'on voit dans les films exactement. Donc moi je suis peut-être encore de la dernière génération à les avoir connus en vrai. Mais aujourd'hui, même si on parle de tracteur, tout le monde sait ce que c'est un tracteur. Et vous avez des tracteurs qu'on ne conduit même plus aujourd'hui. On programme par GPS ce qu'il a à faire et le tracteur, il fait sa vie. Alors que nous, on a des tracteurs, il faut être 4 pour les démarrer, par exemple. Et, oui. Voilà, donc, et ça permet aussi aux gens de se dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, même la mécanisation nécessitait beaucoup de main-d'œuvre pour pouvoir travailler dans les champs. Ceux qui avaient la chance de pouvoir acheter un tracteur, c'était pas comme aujourd'hui. Pas chaque exploitation avait un tracteur, donc du coup, ils se mettaient plutôt comme des coopératives
Alors il y en a un qui a acheté le tracteur, l'autre qui a acheté la charrue, et puis les véhicules tournaient comme ça de propriété en propriété. Et les jeunes ne le savent pas forcément. Je veux dire, aujourd'hui, quand je fais marcher un groupe électrogène des années 40, allumer sur un bouton, c'est évident pour tout le monde. Dans les années 40, c'était très peu de personnes qui avaient ça. Donc, même moi plus jeune, quand j'allais sur la propriété avec mon grand-père, on avait la batterie quoi qu'il fallait allumer, mettre l'essence dedans pour le générateur pour produire la lumière et tout. C'est des choses quand on vit en brousse qu'on connaît un peu quand même, mais qui se perd justement par le fait d'habiter en ville, d'appuyer sur un bouton. Voilà, c'est des choses qui se perdent. C'est ça, et l'avantage de Boulou Paris, comme le disait Dany, c'est que c'est entre guillemets la première commune broussarde aux portes de Nouméa. Et du coup, ça permet à beaucoup de gens qui habitent en ville et qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir aller en brousse, de s'accaparer un petit peu de la brousse et de l'histoire ancienne de la brousse, que beaucoup de broussards connaissent encore bien, mais pas forcément les gens de la ville. Et du coup, c'est génial parce que ça permet comme elle a dit, il y en a pour tous les goûts en fait. Effectivement, il y en a pour tous les goûts, que ce soit culinaire, en activité. D'ailleurs, en termes d'activité, aujourd'hui, quels sont les temps forts? Là, il est 13h25. À 13h, on a eu le lancer de claquettes, ça, on ne présente plus. À 15h, on aura la course de sac. Ça aussi, ça fait partie des vieilles traditions qu'on tient à garder. Ça fait partie des vieilles traditions qui sont toujours animées, et que ça, c'est quelque chose de petit plus par les élus de la commune. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial aussi, parce que c'est une implication vraiment totale dans cette fête, quoi. Et ça attire du monde, et derrière ça, il y a aussi des lots à gagner. On fait gagner du cerf, on fait gagner de la crevette derrière ces jeux. Donc les gens sont vraiment, vraiment impatients d'y participer. Et les temps forts, ils restent toujours aussi sur la scène, comme on l'a dit tout à l'heure, le village artisanal, le village country. Donc oui, les temps forts, il y en a un petit peu tout le temps. C'est vraiment, voilà, on le dit, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde, et il faut juste venir en profiter. Et à quoi s'attendre demain ? Demain, on a un très beau rodéo qui se prépare à 9h, en fait, ouverture du rodéo, avec course de chevaux, avec course sur taureau, donc... Et puis un grand hommage qui sera fait aussi à Roland Moisson. En Effectivement, fait. C'est une foire qui a une résonance toute particulière cette année. Exactement, c'est une foire, c'est un rodéo qui va être à mon sens très émouvant et très beau. Ça c'est certain, il y aura ce clin d'œil qui sera très présent. Donc du coup voilà, venez nombreux demain au rodéo. On a une trentaine de rodéomans qui vont participer, et ça va être encore très très beau et très très bien fait. Dany, merci beaucoup. Jérémy, merci encore. Et Loïc, merci à vous de vous être éclipsés de vos occupations pour nous accorder un petit peu de votre temps. Je vous laisse retourner à vos postes et vous restez bien avec nous sur la première. D'ici quelques instants, on va parler d'artisanat et de culture, celles et ceux qui font vivre ce genre d'événements et ces foires. Mais d'abord, on va parler cuisine avec Chef Côté. On parle du tartare de crevettes à l'orange. Ouh là 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 là, on perd pas une seule seconde de plus, on regarde ça tout de suite. À l'occasion de la fête du cerf et de la crevette à Boulou Paris, des Calédoniens nous livrent leurs recettes et leurs petits secrets de préparation. Découvrez la recette du chef Alphonse Cotier. Alors bonjour Rod et bonjour à tous. Je m'appelle Cotier Alphonse. Alors je suis chef de cuisine sur le territoire et qui valorise les produits locaux. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la crevette. C'est vrai que c'est un des produits phares de chez nous, de la Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, on sait tous que la fête du cerf et de la crevette s'approche. Crevette aussi à l'honneur. Donc en fait c'est un produit qui est très délicat, c'est un produit qui est noble chez nous. Donc en fait j'ai décidé de faire une tartare de crevettes à l'orange. Alors pour cette recette, on a besoin de crevettes bien sûr, on a besoin aussi des tomates fraîches du jardin, des oignons verts, de l'orange local. Cette orange, on va le décliner en plusieurs façons. En fait, on va récupérer les zestes, segments, et on va récupérer des jus pour faire notre vinaigrette. Et puis après, huile d'olive et du miel local avec, si j'oublie rien, quelques petits herbes pour agrémenter tout ça, du coriandre, du persil, et voilà. Alors pour ce faire, cette recette, c'est une recette très très simple. Juste décortiquer la crevette que j'ai coupée en petits morceaux. Cette crevette, en fait, je vais venir l'assaisonner avec zeste d'orange. Donc du coup, j'ai récupéré la peau d'orange, le zeste qui est à l'extérieur pour mélanger avec. Je vais rajouter
du miel, parce qu'on a du beau miel sur le territoire. Et puis, en accompagnement aussi, je vais rajouter des tomates, des oignons verts, bien sûr, local. Et puis, avec des segments d'orange aussi que je vais venir agrémenter. Je vais récupérer les jus que je vais réduire, monter à l'huile d'olive avec un trait de citron. Et puis, tout ça mélangé avec un beau toast de pain charbon actif aux noix de coco. Le pain charbon, c'est du pain traditionnel, comme on trouve dans nos boulangeries. Cette pâte-là, pour faire le pain, on va juste rajouter du charbon actif de noix de coco. Ça, on peut le servir en apéritif. Après, on peut le servir aussi en entrée, c'est un peu plus grand. Et puis après, en plat principal aussi avec de la salade verte à côté ou des tubercules. On a plein de tubercules chez nous. En plus, en ce moment, c'est la saison des ignames. Alors, le dressage, un apéritif, ça va être une assiette, alors si possible, rectangulaire, où là, on va couper 3 tranches de pain charbon. On va juste toaster avec du beurre. À la fin, on va venir rajouter du zeste de citron ou zeste d'orange. Et puis après, on va venir, le mélange, on va venir juste le dresser par-dessus avec un mélange d'herbes, de coriandre, de persil et jeunes pousses de radis. Super, merci chef. Avec grand plaisir. On est de retour sur la première. Alors oui, là ça y est, j'ai sorti le chapeau parce que sinon j'allais me sentir un peu à l'écart. On a tous sorti les chapeaux sur le plateau. En même temps, il fait beau, il fait chaud, on a le soleil et on est en direct de l'hippodrome de Boulou-Paris pour la fête du cerf et de la crevette. Place maintenant à nos exposants qui font vivre cette foire. Nous sommes avec Sabrina, Owen et Kevin. Bonjour à vous trois. Vous pouvez choper vos petits micros, ils sont déjà allumés. Tout est déjà calé. Bonjour à vous, ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, tour à tour, vous allez vous présenter, nom, prénom, comme en anglais, là, quand on fait Introduce Myself à l'école. En commençant par vous, Sabrina. Bonjour, alors moi je suis Sabrina Lucien, donc je suis animatrice au réseau Bienvenue à la ferme, à la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie. Bien, bonjour, moi c'est Owen Maillero-Launay et je suis artisan forgeron coutelier. Bonjour, moi c'est Kevin, je suis bénévole au sein du club de Boulou-Paris. Alors vous trois, vous faites partie de celles et ceux qui font vivre cette foire. Vous êtes artisans ou exposants ou bénévoles, puisque le monde de la foire c'est aussi ça, c'est de l'implication. Oui, c'est de l'application, c'est du temps de présence, c'est de la proximité, c'est là où on rencontre aussi des gens, où on fait du lien, où on fait connaître aussi nos produits, nos prestations. Donc nous, en tous les cas, pour Bienvenue à la ferme et pour la Chambre d'agriculture et de la pêche, c'est aussi être à la rencontre du monde calédonien sur les événements du territoire. Et bien justement, vous, la proximité, vous y êtes, vous tenez un stand avec plein de brochures pour expliquer un petit peu comment bien manger, etc. Mais vous êtes surtout dans le tourisme agricole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors oui, moi je fais de l'agritourisme, donc de tourisme rural. L'idée, c'est que les agriculteurs qui peuvent ouvrir leur ferme au public pour des nuitées en gîte, de la table d'hôte, des visites à la ferme, adhèrent au réseau Bienvenue à la ferme. Donc le réseau, c'est un service de la Chambre d'agriculture et de la pêche qui est aussi la vitrine du monde rural et du monde touristique calédonien et qui permet aux clients locaux ou étrangers de venir dans les fermes, de venir pour quelques heures visiter la ferme, acheter de bons produits frais en direct, ou alors dormir et passer vraiment découvrir la vie de l'agriculteur et discuter avec les producteurs. Vous, Owen, vous nous proposez quand même quelque chose de très original, c'est de la forge, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc les foires comme ça, c'est toujours l'occasion pour les artisans de se faire connaître, de se montrer au grand public. C'est aussi une occasion évidemment de point de vente. Ça permet aussi de faire cette partie du travail que j'aime beaucoup, qui consiste à sortir un peu de son atelier, parce que quand on est forgeron, artisan, effectivement, on est souvent tout seul dans son atelier. D'ailleurs, normalement, vous avez les images qui passent à la télé du stand d'Owen. Merci beaucoup. Et du coup, oui, ça permet de se faire connaître. C'est une autre facette du métier d'artisan, c'est très agréable. Et c'est tout simplement chouette de participer à ces événements qui marquent un peu la Calédonie chaque année. Donc c'est toujours un plaisir de passer faire ce genre de fêtes et de foires. Donc on parle d'implication. Vous, Kevin, l'implication, ça vous parle puisque vous êtes bénévole au sein de quel organisme? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites? Parce qu'il se trouve que cette année, c'est assez spécial. Le parking est géré, la sécurité du parking est gérée par le club de foot de Boulou-Paris. C'est bien ça? L'association sportive de Boulou-Paris.
déjà fait. Du coup, moi je suis bénévole au sein de l'association du club de Boulou Paris. Et nous, en tant que bénévole, on se met à disposition du bureau pour justement que la sécurité, l'organisation au niveau du parking se déroule bien. Et ça c'est quand même l'envers du décor en général, on s'en rend compte, mais c'est toutes les personnes qui sont pareil, c'est pas possible. Là, il y a combien de gens là? Vous êtes combien à gérer Paris, à gérer tout ça? Vous êtes combien de bénévoles? En tout, on est une soixantaine de bénévoles et aujourd'hui on est 25 et demain encore 25. D'accord. Et vous êtes sur le site toute la journée? C'est ça. Toi, en quoi ça consiste ta présence? Qu'est-ce ton rôle aujourd'hui? Le rôle, déjà faciliter la circulation dans la foire, éviter qu'il y ait un désordre du fait des personnes qui n'ont pas les plans ou qui sont un peu désorientées sur le parking, et surtout faciliter aux usagers l'accès au site de foire. Alors une petite question pour vous trois, selon vous, que je pose un petit peu depuis le début de cette émission à tous mes artisans, tous nos artisans et nos exposants, les foires comme ça, c'est vraiment l'occasion de favoriser les circuits courts. C'est quoi l'avantage du circuit court, selon vous? Sabrina, elle est contente de cette question. Bah ouais, le circuit court, nous on en fait beaucoup au travers du réseau. Bien sûr. Le circuit court aussi, c'est faire connaître et vendre en direct le produit du producteur au consommateur, il n'y a pas d'intermédiaire. Le circuit court, il permet aux consommateurs justement de connaître l'origine du produit, qu'il soit brut ou transformé, de savoir comment ça a été cultivé, comment ça a été transformé, d'avoir vraiment un contact direct avec celui qui produit, de connaître la saisonnalité des produits, il a vraiment le côté qualitatif. Ça assure une meilleure qualité. Exactement. Et vous, Owen, vous êtes d'accord avec ça? Ça va être dur de faire une meilleure réponse dans l'ensemble. Mais oui, l'idée c'est ça, l'intérêt du circuit court, c'est une relation beaucoup plus proche entre le client et le professionnel, qui permet du coup d'avoir une certaine fiabilité, de pouvoir également communiquer directement pour répondre aux questions, pour répondre à toutes les questions que le client peut se poser tout simplement. Permet aussi, moi en me concernant en tant qu'artisan, je propose aussi un service de sur-mesure. Donc voilà, ce genre de foire où on peut se rencontrer en direct parce que l'atelier n'est pas forcément évident de s'y rendre. Donc là, ça permet de faire un point de contact, on va dire, où on peut échanger, discuter, etc. Donc ça permet de tisser le lien professionnel-client, de connaître le produit, de connaître aussi ce que la Calédonie peut proposer. Parce que moi, souvent, les gens me disent « je savais même pas qu'il y avait un forgeron coutelier en Nouvelle-Calédonie ». Donc voilà, ça permet tout simplement de mettre dans la tête des gens qu'en Calédonie, il y a beaucoup et qu'il y a beaucoup produit localement. Toi, Owen, tu fais de la forge. C'est quand même quelque chose qui est assez spécial et qui est assez quand même original, surtout pour un jeune de ton âge. T'as quel âge? J'ai 23 ans. Donc, on en voit très peu des jeunes de 23 ans qui font de la forge. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? C'est progressif, je pense, comme beaucoup de métiers passion dans l'artisanat, de toute façon. C'est un peu en boule de neige, c'est-à-dire que déjà tout petit, en brousse, la chasse, etc., il y a déjà l'intérêt pour toutes les activités en plein air, etc. Toutes ces activités, que ce soit la chasse, etc., on a toujours un couteau ou un outil tranchant avec nous. Du coup, de là vient l'intérêt pour les couteaux, l'intérêt de « mais comment ça s'est fait, mais j'aimerais bien savoir le faire moi-même, et comment je pourrais le bricoler, je vais essayer comme ça, j'ai vu un mec sur internet qui disait de faire comme ça, un bouquin qui en parlait ». Et donc petit à petit, ça s'accumule, ça passe de l'intérêt aux livres et aux vidéos, de ça à la tentative, à la pratique, puis petit à petit, d'accord, mais comment je pourrais m'améliorer et me professionnaliser là-dedans pour vraiment savoir le faire. Pour ensuite passer au côté entrepreneur de l'activité. Sabrina, je vous vois hocher la tête, j'ai l'impression que vous êtes vraiment d'accord avec cette vision-là de la passion qui devient l'activité. Oui, parce qu'en fait, le métier qu'il fait, il y en a très peu en Calédonie. C'est comme celui qui fait des fouets, c'est comme celui qui travaille le cuir, qui répare les selles. Moi, j'en connais très peu en Calédonie, donc il y a un monsieur sur Boulou Paris, mais il y en a peu. Et en fait, pour moi, ce sont des métiers, et puis surtout, vu son jeune âge, je me dis c'est forcément un métier passion pour se lancer dedans et aimer et avoir envie d'essayer de vivre de ça. Moi je trouve que c'est honorable et puis moi je l'encourage dans cette voie parce qu'il en faut et c'est de la transmission aussi et voilà.
Vous, c'est un métier passion que vous faites, Sabrina? Oui, moi je suis issue d'études touristiques. J'ai un BTS tourisme et en fait, j'ai commencé à bosser dans le domaine du tourisme. Et en fait, il me manquait ce côté terroir agricole puisque moi je suis issue d'une famille de brousse. Et il me manquait ce côté agriculture et en fait l'agritourisme pour moi ça coche toutes les cases. En fait vous avez réussi à combiner votre terroir à vous, votre culture à vous, avec aussi les besoins qu'on a maintenant dans ce monde moderne d'avoir des diplômes qui aussi passent dans plein de domaines et vous avez réussi à combiner les deux. Exactement, oui. Pour faire de l'agritourisme. Toi Kevin, il y a beaucoup de jeunes bénévoles? Oui, là aujourd'hui par exemple la tranche d'âge elle se situe entre 14 ans et 25 ans. Ah oui quand même. Et toi est-ce que c'était ça coulait de source pour toi le bénévolat ou est-ce que tu l'as découvert? Comment tu as découvert le bénévolat? J'ai découvert au sein de l'association. Au départ je suis rentré en tant que licencié pour exercer le football. Et avec l'âge et l'ancienneté, j'ai remarqué qu'il manquait beaucoup de personnes pour le fonctionnement de l'association. Et c'est comme ça que par la suite je suis passé bénévole. Donc j'imagine que justement toi aussi c'est la passion qui t'a emmené à ça. Tout à fait. Bah carrément. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui nous regardent? Qu'est-ce qui pourrait... Selon toi, comment est-ce qu'on peut motiver les jeunes à s'investir dans ce genre d'événement? Pourquoi c'est important pour nous les jeunes de s'investir comme ça dans ce genre d'événement? Déjà c'est comme pour nous au niveau de l'association, on est ici aujourd'hui, ça nous permet de nous faire une rentrée d'argent pour organiser différents événements par la suite pour nos jeunes. Du coup c'est un travail collectif et un jeune qui est occupé, c'est un jeune qui ne fera pas de bêtises à côté. Voilà, justement, et je voulais venir à ce sujet-là. Je voulais venir à ce sujet-là. Le sport, c'est un super moyen justement de se défouler déjà, mais aussi de créer une cohésion. C'est ça. Avec les équipes. Oui, tout à fait. Beaucoup de cohésion et surtout des moments extraordinaires. Toi, maintenant que tu passes aussi de l'autre côté, qui n'est plus vraiment un enfant, t'es jeune, mais tu passes aussi maintenant dans les grands frères. Tu vois aussi cette différence de rôle? Oui, le rôle il évolue totalement. On n'est plus là à venir par exemple une matinée et repartir. L'investissement il est tous les jours, tout le long de l'année. C'est une vraie famille quoi. C'est ça. Kevin, Owen et Sabrina, merci beaucoup d'être venus sur notre plateau. Je vous laisse retourner à vos stands et toi dans le parking pour bien surveiller parce que n'oublions pas, c'est grâce à ces gens-là que ce genre d'événement c'est possible. Donc merci à vous trois et au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Et vous restez bien avec nous sur la première. Tout de suite, on va aller à la rencontre de la jeunesse, cette jeunesse qui continue de perpétuer nos traditions. Mais juste avant, encore un petit peu de nourriture pour se mettre l'eau à la bouche. Une bonne recette de salade de cerf. À l'occasion de la fête du cerf et de la crevette à Boulou-Paris, des Calédoniens nous livrent leurs recettes et leurs petits secrets de préparation. Découvrez la recette de Noémie. Bonjour, je m'appelle Noémie, je vais vous présenter ma recette de la salade de cerf. Pour beaucoup de personnes, en général, on le fait pour les grands repas de famille, donc les quantités sont approximatives, on va dire. Vous aurez besoin de cerf, de carottes, tomates, des oignons verts, du persil chinois, du citron, du soyou, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Donc pour commencer, il faut émincer le cerf en petits morceaux fins. Les carottes, il faut les râper. Ensuite, les tomates, il faut les couper en petits cubes. Émincer aussi les oignons verts, le persil chinois et les oignons. Donc le cerf, il faut le faire mariner dans du citron pendant à peu près 1 heure. Une fois que le cerf a mariné pendant 1 heure, on le met dans une passoire, on le presse bien pour enlever le supplément de citron. Et dans un saladier, on mélange tous les ingrédients. Donc le cerf, les carottes râpées, des tomates, d'oignons. On met un filet d'huile d'olive, du soyou, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et à la fin, on met les oignons verts et le persil chinois. Et on met au frigo, peut-être 1 à 2 heures, histoire que ce soit frais. La salade de cerf, on l'accompagne avec du riz. Toujours avec du riz, comme les Calédoniens. Merci Noémie. Merci à toi. À l'occasion de la fête du cerf et de la crevette à Boulou-Paris, des Calédoniens nous livrent leurs recettes et leurs petits secrets de préparation. Découvrez la recette de Claudia.
Bonjour, je m'appelle Claudia, j'ai 29 ans. Dans la vie, je suis assistante administrative et ma passion, c'est cuisiner. Donc aujourd'hui, on va faire des tagliatelles crevettes et saumon pour 4 personnes. Dans les ingrédients, on a besoin de 500 grammes ou 1 kg de crevettes. Tout dépend des personnes que vous avez. S'ils adorent la crevette comme moi, vous partez sur 1 kg. Et 200 grammes de saumon fumé, 3 gousses d'ail, un oignon, une échalote, un paquet de tagliatelles, un pot de crème fraîche, du sel et du poivre, du paprika et un bouillon de poulet. Donc pour la préparation, on va couper les échalotes, les oignons en petits dés, presser de l'ail. Donc après, vous décortiquez les crevettes, coupez en fines lamelles les tranches de saumon fumé. Dans une casserole, vous allez cuire les pâtes. Alors moi, ma petite technique pour cuire les pâtes, c'est de l'eau bouillante et on met un petit cube de bouillon de poulet à l'intérieur. Du coup, ça donne du goût aux pâtes à la fin. Un petit filet d'huile et un peu de sel. Ensuite, juste à côté, vous allez prendre une poêle et vous allez ajouter les oignons dans un petit carré de beurre. Ajouter les oignons, la gousse d'ail, l'échalote et les faire revenir jusqu'à qu'ils soient dorés. Ensuite, vous rajoutez vos crevettes et le paprika, du sel, du poivre et vous rajoutez votre crème à la suite. Et quand votre préparation elle cuit à feu doux pendant 10-15 minutes, vous allez rajouter à la fin, 1 minute avant la fin ou 2, votre saumon pour qu'il cuise pas trop en fait. Faut pas trop que ça cuise parce que sinon la texture elle est pas aussi bonne qu'au début. Donc à servir avec des pâtes chaudes et verser la préparation sur vos pâtes avec un petit peu de parmesan ou de fromage râpé. Merci Claudia. Merci à vous. On est de retour sur la première et on est toujours en direct de l'hippodrome de Boulou-Paris pour vous faire vivre la fête du cerf et de la crevette en direct radio et télé. Merci encore d'être avec nous. Et pour terminer cette émission, place à la jeunesse. On va parler de jeunesse et de tradition. On va partir un peu aux alentours de notre commune de Boulou-Paris tout en restant quand même dans les environs. Nous sommes avec Sarah, Mylène, Chelsea et Catalia. Bonsoir à vous 4. Bonjour. Bonjour, pardon. Bonjour. Moi, j'ai trop l'habitude de dire bonsoir aux gens. Du coup, maintenant, je dis bonjour. Il fait beau. En plus, ça fait plaisir de vous avoir. Alors, tour à tour, est-ce que vous pouvez vous présenter et vous présenter assez brièvement, en commençant par toi, Sarah? Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Sarah Tofili. Je suis originaire de Boulou-Paris et je suis sur le stand numéro 1 donc, de la bande à Marie. Bonjour, je suis Mylène, je fais partie du marché de Tomo et je suis au stand H03. On a dû chercher un petit peu le stand dans la tête, mais c'est le stand du marché de Tomo. Bonjour, moi je m'appelle Chelsea Marlier, je suis GSP 3 de Boulou-Paris et voilà. Bonjour, je m'appelle Catalia, je fais partie des GSP 1 de Boulou-Paris ici. Alors merci d'être avec nous sur le plateau. Alors je vais commencer par vous Mylène, vous représentez donc le marché de Tomo. En quoi c'est important pour vous d'être sur cette foire aujourd'hui? J'ai toujours fait toutes les fêtes, c'est toujours important, maman est avec moi. Moi je l'aide beaucoup parce qu'elle a besoin de gagner un peu de pièces. Et voilà. C'est l'occasion aussi pour les maraîchers, les gens des tribus de venir exposer et de faire un petit peu de sous comme vous le disiez. Oui. Et vous, donc Sarah, Chelsea et Catalia, vous représentez justement cette jeunesse qui s'investit au quotidien. Vous Sarah, vous faites partie de la bande à Marie. C'est quoi la bande à Marie? Alors la bande à Marie, c'est une association. Donc Marie, c'est ma grand-mère. Et au sein de l'association, donc on est avec Marie, ma grand-mère, ses enfants, ses beaux-enfants, ses petits-enfants et ses arrière-enfants. Petits-enfants. C'est une association vraiment familiale. Donc c'est une association familiale. On est sur les foires depuis 4 ans maintenant. On est tous originaires de Boulou-Paris, donc c'est vrai que ça a été un petit peu une évidence qu'on ait voulu travailler tous ensemble à la fête du cerf. Donc c'est pour toi tu le dis, c'était une évidence, c'est ça, de s'investir. Pourquoi ? Je dirais on a toujours participé à la fête du cerf et de la crevette en y participant en venant en tant que
que clients, on va dire. Et une fois qu'on a voulu se lancer dans notre association, c'était important pour nous de déjà faire tous les événements de notre commune. Alors, Chelsea et Catalia, vous deux, vous faites partie donc des jeunes sapeurs-pompiers. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans les jeunes sapeurs-pompiers ? Moi, personnellement, c'est le fait d'apprendre plus jeune, parce que des gens de mon âge ne sauraient même pas un dixième. Ouais. Et que d'entrer un peu dans ce mode de je peux sauver cette personne, je peux faire ça, je suis en possession de savoir très important. Et toi, Catalia ? C'est mes parents qui m'ont dit de faire. Ça peut m'ouvrir des portes pour mon avenir. Ouais. Et puis j'avais un peu envie d'apprendre des choses chez les pompiers. Comment ? J'avais envie d'apprendre des choses chez les pompiers. D'accord, toi t'as quel âge ? 11 ans. 11 ans, et toi, Chelsea ? Moi j'en ai 14. 14, et ça fait combien de temps vous deux que vous êtes aux jeunes sapeurs-pompiers ? Ma première année. D'accord. Moi c'est ma 3e année. D'où le GSP3 et GSP1. C'est ça. Mylène, quand vous voyez, vous, des jeunes comme ça s'investir très tôt, que ce soit chez les sapeurs-pompiers ou dans des associations familiales, ça vous procure quoi ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'est très bien. Parce que moi, j'ai des filles de 18 ans. Elles n'ont pas voulu rentrer chez les pompiers ni dans les SEMA. Ah, il y a un message subliminal là, il y a un petit message visé là. Est-ce que vous trouvez que les jeunes justement ils devraient un peu plus s'investir par exemple dans le marché, les marchés provinciaux, les marchés communaux ? Oui, je pense qu'ils peuvent très bien faire les marchés pour pouvoir avancer déjà dans leur vie et faire quelque chose. Parce que pour l'instant, ils n'ont rien devant eux. Qu'est-ce que vous proposez, vous, sur le marché de Tomo ? Est-ce que ça va plus être des fruits, des légumes, des plantes, des fleurs ? On a de tout sur le marché de Tomo. On a des exposants. On est 24, plus que 24 exposants. Et on a de tout. On a des gens de Nouméa, on a des gens du Nord, des gens de partout, quoi. Toi, Sarah, ça fait combien de temps que tu es dans cette association depuis toujours au final ? Oui, c'est ça. Ah oui, depuis toujours. En fait, dans cette famille, vous n'avez pas le choix. Vous naissez dans l'association. Exactement. Mais c'est toujours avec plaisir que tu le fais ? Oui, c'est toujours un plaisir de travailler en famille. C'est toujours de très bons moments. C'est quoi les avantages et les inconvénients de travailler en famille ? Les avantages, c'est qu'on se connaît. Donc on sait comment l'autre va réagir. Et le désavantage, c'est qu'on se connaît aussi. Et que des fois en famille, il n'y a pas de pause. Exactement. Non, il n'y a pas de désavantage, il n'y a pas d'inconvénient. On est toujours souriant, on est toujours accueillant et dans la bonne humeur. Donc, et comment on s'organise pour une foire pareille ? On s'organise des mois à l'avance. Ouais. Ça commence déjà par aller à la chasse pour tout ce qui est cerf. On s'organise ensuite... une semaine à l'avance parce que tous nos produits sont marinés et découpés au moins 1 à 2 semaines à l'avance. Donc c'est une très grosse organisation et le week-end est très 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 chargé. Vous aussi, Mylène, vous vous préparez longtemps à l'avance pour ce genre de foire ? Oui, longtemps en avance. Oui. Comment ça s'organise ? On prépare les confitures, on essaie d'avoir les fruits déjà pour des pombelières. C'est ça. Que c'est dur à en trouver. Et les framboises, c'est congelé dans le congélateur quand c'est la saison. Et les germelons, pareil, pour faire les sirops. Sirop gelé, confiture. Et les goyaves, pareil aussi. On les congèle d'avance, des mois. Et puis on fait fur et à mesure. Donc c'est une vraie organisation. Et vous, Chelsea et Catalia, vous êtes souvent sur les foires. En tant que jeune comme ça vous fait quoi d'être sur les foires et de pouvoir faire des représentations avec les jeunes sapeurs-pompiers ? Ça fait parler de nous à la jeunesse, donc des fois ça motive d'autres jeunes à le faire. Donc ça apprend sur un large plateau. Et nous, ça nous entraîne aussi, parce qu'il faut un peu réviser. Et voilà. Toi, Catalia, c'est ta première année. C'est comment, tu stresses un peu ou comment tu le sens ta première année là ? Un peu stressante. Un peu stressante ? Oui. Mais est-ce que ça te donne quand même un peu confiance en toi ? Oui. Oui. Est-ce que tu as vu qu'il y a des petits changements ? Par exemple, tu t'es fait de nouveaux amis, tu as appris de nouvelles choses ? Oui.
Par exemple, les autres gens de ton âge là qui nous regardent, qu'est-ce que tu peux leur dire pour les motiver à s'inscrire aux jeunes sapeurs-pompiers? Ah ben là, je sais pas trop. T'as besoin encore d'apprendre un petit peu, c'est ça? Et toi, Chelsea, très rapidement, comment on peut moi, motiver les jeunes? Je dis que qui ne tente rien n'a rien. Et ben voilà, vous savez quoi, c'est sur ça qu'on va finir, sur cette très belle phrase. Merci à vous 4 d'être venus sur le plateau, d'avoir lâché un petit peu vos stands. Je sais que c'est un peu compliqué quand on est exposant. Et n'oublions pas, demain, le retour du rodéo qui est censé commencer à 9h. Donc il est 14h, donc vous pouvez toujours venir aujourd'hui, mais demain, le grand retour du rodéo. On en parlait tout à l'heure, alors n'hésitez pas à venir. NC La Première sera là encore. Je ferai le tour des stands, comme d'habitude, pour vous faire vivre l'événement. En tout cas, merci de nous avoir suivis en télé, en radio et sur le web. C'est la fin de ce lien direct. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très bon week-end.